Toutes et à tous. Marhaba bikoum en Escole. On est très heureux et heureuse de vous accueillir au sein de l'Institut français de Tunis pour un nouveau débat dans le cadre de Hiwarna. C'est une série donc de rencontres, une série de débats qui est organisée à chaque fois par l'Institut français et qui à chaque fois nous choisit des sujets épineux, des sujets pas forcément à polémique, mais en tout cas des sujets qui font débat. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle, comme on le sait tous. On en parle de plus en plus. C'est présent dans nos débats publics, politiques, économiques, sociaux, enfin bref, un petit peu partout dans notre vie quotidienne, je dirais même. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour en parler Asma Bhalla. Bonsoir. Vous êtes politologue, essayiste. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de géopolitique de la tech. Vous êtes chercheur associé au laboratoire d'anthropologie politique à l'EHESS et enseignante à Sciences Po et Polytechnique. Et là, de votre livre, donc, il est sorti en février dernier, c'est Technopolitique et c'est aux éditions Seuil. Merci. Merci à vous. J'ai oublié de dire qu'elle passe un petit peu partout sur les chaînes françaises aussi. Donc, je suis un petit peu toutes ces interventions très pertinentes. Donc, voilà, bravo pour ce qui est fait. Parce que ça participe du débat public et de la prise de Exactement. conscience. C'est pas simplement pour passer à la télé, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et sinon, donc à ma droite, Norman Fahri, directeur associé Medine FMC, donc gestionnaire de fonds d'investissement dans les deep tech. Vous êtes président de Novation City, une technopole spécialisée, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans tout ce qui est IA. Et puis, bien sûr, comme tout le monde peut-être ici, vous connaît sous la casquette de l'ex-ministre tunisien des technologies de l'information et des communications. Vous l'avez été entre 2015 et 2016. Bonsoir. Ça marche? Là, bonsoir, merci de l'invitation. Très heureux d'être là et quand je serai grand, je ferai ce que Asma fait parce que c'est fantastique ce Qu'est-ce que qu'elle vous fait, faites. Asma? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe son temps à parler de sujets fondamentaux et à prédire les mouvements qui vont arriver dans le futur et je trouve ça génial. Alors, Merci Asma. je crois que vous avez commandé mon livre et vous allez voir, il y a un chapitre qui s'appelle Les failles de mon raisonnement et qui prédit le retour de Trump et de Musk. Et là, je me dis, c'est affolant. Ouais, C'est affolant comme ils sont prévisibles, pas Oui. comme c'est prémonitoire. tout à fait, tout à Alors, fait. on va peut-être commencer par quelque chose de beaucoup plus concret, simple, palpable pour la plupart d'entre nous. C'est la présence de l'intelligence artificielle dans nos vies, sa présence dans les débats quotidiens, même si, donc justement, dans votre livre, Asma, vous dites que voilà, l'IA n'est pas, c'est pas aujourd'hui qu'elle est née. Donc, ça fait des décennies que Oui. l'intelligence artificielle existe. Pourquoi on en parle autant aujourd'hui? On en parle autant. Il y a plusieurs choses. Il y a eu la rupture, disons, marketing ou d'innovation, mais incrémentale, qui était ChatGPT. Donc ça a mis une pièce dans le jukebox en 2022. Mais avant ça, et on pourra y revenir d'ailleurs, mais je ne pense pas qu'il faille faire une focale sur OpenAI ou ChatGPT ou les IA génératives en particulier, parce que si vous n'avez pas la mémoire trop courte et que vous prenez votre rétroviseur et que vous passez un petit coup dans le rétro, 10 ans avant, c'était DeepMind et AlphaGo, où vous aviez une machine qui avait battu le champion du monde du jeu de Go. Et puis 10 ans encore avant, c'était Kasparov qui était le champion du monde d'échecs, qui avait aussi perdu contre Deep Blue, qui était une autre IA développée par une autre start-up. Et en gros, et à chaque fois, dans les médias mainstream, nourris par les narratifs ou les narrations de la Silicon Valley et d'un certain nombre d'idéologues de la Silicon Valley, vous aviez exactement les mêmes éléments de narratif qui se déroulaient et qui sont blanchis derrière par les médias. C'est pour ça que je fais beaucoup de médias aussi, pour essayer de reproblématiser autrement les choses et d'avoir une contre-proposition à ça, qui sont la fin du monde, la fin de l'homme, la fin de l'humanité, le rêve démiurgique des super IA qui viendraient détruire tout sur leur passage. Or, les IA ne sont pas là et les points de risque sont parfaitement existants, mais ne sont pas là où on croit. Et ils sont déjà présents. Et puis, le deuxième élément de réponse, ce sont en fait les armes de cyberdéstabilisation, c'est la question de la désinformation, c'est la question de l'industrialisation et de la massification des attaques, etc. Donc, les risques sont majeurs, mais ne sont pas ce qu'on croit. C'est pas Terminator. Et après, et je terminerai ma réponse là-dessus,
c'est que l'IA posé comme concept, ça ne veut rien dire du tout. Demandez-vous toujours de quel système algorithmique on vous parle, parce que IA, sur quel secteur? Est-ce que c'est les IA en santé? Est-ce que c'est les logiciels de diag? Est-ce que c'est la reconnaissance faciale? Est-ce que c'est ChatGPT? Est-ce que c'est de la domotique? Est-ce que c'est les algos de recommandation sur les réseaux sociaux? De quoi on me parle quand on me parle d'IA? Et donc là, tout de suite, vous arrivez à un niveau de compréhension ou d'intelligence ou d'intelligibilité un peu plus poussé. Et puis enfin, l'IA comme domaine de recherche fondamentale, les premiers papiers, c'est quand même 1943. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment où apparaissent les premières grosses machines, en fait, avec cette question scientifique de chercheurs fondamentaux à l'époque était de dire est-ce qu'à un moment donné on pourrait mettre en équation mathématique puis est-ce qu'on pourrait développer une machine qui serait capable de reproduire une forme d'intelligence biologique. C'était 1943 McCulloch-Pitts, 1950 Alan Turing, 1956, la conférence de Dartmouth avec McCarthy, et c'est là qu'on va coiner, on va officialiser le terme d'intelligence artificielle de façon très pitch, très marketing, tout à fait comme on fait aujourd'hui, pour aller récolter des fonds, notamment auprès de la DARPA, qui était l'agence d'innovation du Pentagone. Et donc, ils avaient besoin d'un terme un peu racoleur pour lever ces fonds-là. Et donc, IA a été choisi à ce moment-là, avec la dernière petite subtilité que intelligence en anglais ne veut pas du tout dire intelligence en français. Intelligence en anglais, c'est en fait les renseignements, la collecte, le traitement de données, de la data, de l'information pour en faire de la matière stratégique et notamment en termes de renseignement, au sens régalien du terme. Donc, c'est tout ça qu'il faut avoir en tête quand on vous parle d'IA et vous voyez que tout d'un coup, c'est à la fois plus simple et à la fois plus nuancé et complexe que ce que vous pouvez lire ou voir à la télé. Effectivement, c'est beaucoup plus complexe que ça, que la simple, parce que dans la tête des gens aujourd'hui, l'IA, c'est plutôt effectivement les chats GPT, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est vrai que ça a pris une certaine vitesse au début. Donc, quand on parle des années 40, 50, 60, et que vous dites qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA. Maintenant, ce qui peut peut-être faire peur aux gens, c'est cette vitesse, au fait. Alors, moi, j'appelle d'ailleurs ça les technologies de l'hypervitesse. Pourquoi ce terme? Parce que au moment où j'ai écrit Technopolitique, j'étais très influencée par les travaux d'un penseur français, probablement l'un des principaux, et je dis bien penseur parce il avait un parcours extrêmement hybride qui s'appelle Paul Virilio, que moi je vous recommande vraiment de lire et de découvrir. Un tout petit livre de même pas 100 pages qui s'appelle Cybermonde, et lui qui parlait justement de la vitesse et de ce changement civilisationnel, non pas dû à la technique en soi, mais à ce qu'elle induisait comme en fait rapport au temps et qui devient immaîtrisable. Et donc en effet, c'est exactement ce qu'amènent ces technos-là, que ce soit les réseaux, sur tout le continuum d'ailleurs de la chaîne, que ce soit les réseaux sociaux ou les IA, etc. En fait, c'est une guerre contre la vitesse. Littéralement ça. Aujourd'hui, sur les champs de bataille, partout qu'on voit fleurir à droite à gauche, c'est avant même que ce soit des guerres entre nations, c'est aussi dopé au logiciel d'intelligence artificielle une bataille contre le temps. C'est le premier qui a vu qui va dégainer, donc qui va gagner, qui va avoir une suprématie sur le champ de bataille. Or, aujourd'hui, ce qui vous permet de dégainer le premier, c'est d'avoir la donnée, c'est d'avoir la data et c'est d'avoir les capacités de la traiter et de la transformer en information stratégique. Donc, c'est la question technique et technologique. Et c'est ce qui explique en partie la rivalité géostratégique entre États-Unis et Chine notamment. Mais depuis quelque temps, en France en tout cas, on me demande de me positionner ou de participer à des débats qu'au début je refusais et que maintenant je fais parce que je comprends bien qu'il va falloir que je m'y colle sur une forme de schizophrénie du système qui est le nôtre. C'est-à-dire que on a ces technos-là, la chaîne de valeur industrielle qu'est l'intelligence artificielle au sens large, c'est-à-dire vraiment les modèles algorithmiques, les data centers, les semi-conducteurs, les terres rares. Donc vous avez toute une chaîne qui est une chaîne industrielle et qui est extrêmement consommatrice en ressources énergétiques. Et donc, on va arriver à un moment d'un modèle qui ne va plus être soutenable en l'état. À tel point que, sur les derniers moments, l'administration Biden a sorti un mémo, une note, sur la stratégie américaine en IA. Et ce qui est absolument prégnant et très présent de bout en bout de la chaîne, c'est pas la stratégie technologique, c'est la stratégie énergétique.
scientifique. Et là, on va avoir un énorme sujet que moi, je n'ai pas craqué à titre personnel sur, à un moment donné, la question climatique, la question du vivant, la question des ressources, la question de la prédation, la question de l'extractivisme et la question de la soutenabilité du modèle. Et je termine ma réponse sur l'exemple de l'Irlande qui a sorti une alerte il n'y a pas longtemps en disant que dans les 2 ans qui viennent, si on continue à cette vitesse-là, Sam Altman aussi s'est positionné là-dessus, et tous, et développe le nucléaire, les petits réacteurs nucléaires, etc. Mais l'Irlande qui dit, dans 2 ans, si on ne trouve pas une solution, d'une façon ou d'une autre, en amont ou en aval, il va falloir qu'on fasse des choix entre des millions de gens qui sont en train de prompter de façon bête et méchante sur leurs outils et leurs apps, ou expliquer à Madame Smith qu'entre 16 h et 18 h, elle n'a plus d'électricité, parce qu'il n'y aura pas assez de bandes passantes. Et on va arriver à ce niveau d'absurdité, en fait, du modèle. Et qui s'en occupe? Ce sont évidemment les grands... États-Unis et Chine sont aware de ça, conscients de ça. Afrique, Europe, etc., ça, c'est une autre histoire. Je vais rester sur cette dernière partie, effectivement, Norman Fell, et pour rebondir par rapport à ça, avec une question qui concerne un petit peu les pays émergents, puisque les grandes puissances sont déjà en train de se pencher sur d'autres questions d'ordre climatique, énergétique, etc. Où on en est, nous, enfin, où les pays émergents, particulièrement en Afrique, au Moyen-Orient, du développement de l'IA? Merci. Je vous ai dit, quand je serai grand, je veux être comme elle, hein. Parce que franchement, c'est des sujets où j'utiliserai peut-être un autre terme c'est pour les technologies de vitesse, où la visibilité de ces choses devient la vi- les technologues voyaient ça venir depuis très longtemps. Très longtemps, nous, 2015, quand j'étais ministre, il y avait déjà la guerre sur la gouvernance d'Internet entre la Chine et, la Chine et les États-Unis pour la gouvernance de l'IATA, qui est le postier d'Internet. Et la Tunisie a joué un rôle modérateur là-dedans à travers moi chaque jour, juste pour vous dire. Et je vous dis quel pourrait être le rôle de ces pays-là. Mais en revenant à la question elle-même, ce sont des technologies ou des phases de rupture où la courbe exponentielle devient triplement ou quadruplement exponentielle. Ça veut dire qu'elle fait ça. Au lieu de faire ça, elle fait ça. Pourquoi? Parce que les inventions deviennent de plus en plus exponentielles. Grâce à Internet ou à cause d'Internet, puisque grâce à Internet, l'adoption, la visibilité devient de plus en plus rapide, parce que l'adoption est exponentielle. Les consommateurs sont en nombre exponentiel, pas simplement la courbe exponentielle des personnes qui l'utilisent, mais la machine qui utilise ces innovations. Et donc, on est en exponentielle puissance 3, ce qui fait un truc comme ça. Et donc, on a dépassé ce point de rupture que certains, moi je fais partie des gens qui croient qu'on a dépassé le point de singularité. Le point de singularité, c'est un concept qui a été inventé dans les années 50 qui dit quand est-ce que la machine dépasse l'intelligence humaine, l'intelligence dans le sens français. Et comment on mesure l'intelligence? L'intelligence, c'est le nombre de neurones qu'il y a dans un cerveau. Plus il y a de neurones, plus il y a... Pour simplifier, aujourd'hui, l'IA, c'est quelque part l'ensemble de nos neurones, ce qu'a produit nos neurones combinés, vu d'une certaine façon par quelqu'un qui a fait un modèle algorithmique spécifique, mais on est au-delà. Ce que peut produire l'intelligence artificielle, il est au-delà, largement au-delà de ce que peut produire chacun d'entre nous. Donc, c'est un fait. C'est un fait. Il faut pas s'alarmer, ni c'est un fait. Maintenant, la machine, elle fait beaucoup plus. Est-ce que c'est quelque chose, on va l'adopter comme on adopte, comme on a adopté Excel. Maintenant, toute compagnie qui a un ordinateur, il y a Excel dedans et ça ne choque personne. On ne fait plus les calculs à la main, on les fait à travers Excel. On ne fait plus des rapports à travers Word, on les fait à travers des logiciels d'intelligence artificielle. Oui, d'accord. Mais je pense que c'est beaucoup, 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 beaucoup plus profond que ça parce que ça soulève, ça accélère on voit les problèmes venir de très loin. Asma a dit quelque chose de très intéressant. L'IA, c'est beaucoup de données et beaucoup de puissance de calcul. Euh, nous,
les pays, les pays entre les deux. Les pays tiers. Et là, est-ce que l'Europe, on la met dedans? L'Europe, euh, oui, oui. On va pas rentrer Les dans ce pays débat-là. entre les deux, ceux qui sont entre la Chine Et les et États-Unis. les États-Unis, règle numéro un, il faut qu'on reste ensemble. Un, un, parce que c'est pas une bataille individuelle. Deux, je pense honnêtement que nous sommes aussi les plus grands exportateurs de l'IA. Parce qu'il y a un troisième angle de l'IA. L'IA, c'est des cerveaux qui créent des modèles, des data sur lesquels les modèles sont testés à travers une puissance de calcul avec des calculateurs. Nous, nous sommes, je vois mon ami le ministre, ex-fondateur d'Esprit, on est créateur, on crée les cerveaux qui créent les modèles. Donc, on a quelque part un rôle à jouer, honnêtement. Mais quel est ce rôle à jouer? Parce que les cerveaux, on peut les acheter à beaucoup d'argent pour les emmener aux États-Unis. La Chine n'est pas encore en train de les acheter à ce niveau-là. Je ne sais pas. Il y a des pays tels que les pays du Golfe où l'énergie, parce que c'est un vrai problème d'énergie. L'IA, c'est une puissance de calcul, donc beaucoup d'énergie. L'énergie, elle coûte pas très cher dans les pays du Golfe. Elle coûte presque rien dans les pays du Golfe. La jeunesse du Golfe est une jeunesse qui est assez éduquée, contrairement à ce qu'il y a 30 ans en arrière. Ils n'en ont pas assez, c'est pour ça qu'ils importent des gens de chez nous et d'Europe. Et eux, ils essayent de jouer un rôle dans cette nouvelle économie. Ce qu'ils vont réussir, j'en sais rien. Donc, je suis conscient que je n'ai pas donné de réponse parce que je n'en ai pas. La seule chose qu'on peut être sûr, que nous sommes acteurs dans Acteur. l'IA à travers nous, les cerveaux que nous produisons. Mais par contre, on est largement déficitaire dans le retour sur un investissement sur l'IA, pour une raison très simple, on n'a pas assez de puissance de calcul pour faire ce qu'on doit faire. On a les cerveaux qui font le modèle, on n'a pas les machines sur lesquelles on doit faire les modèles. Donc, c'est les pions sur l'échiquier. C'est Les pions sur l'échiquier. il faut trouver sa place. Il faut trouver sa place parce que justement, géopolitiquement, ça devient extrêmement tendu. Du temps où j'étais à l'école et Lajvalesa et Bourguiba ont fait les pays non alignés, c'était une mouvance intéressante. Aujourd'hui, je ne vois pas comment des pays peuvent ne pas être alignés à droite ou à gauche. C'est intéressant la question de la troisième voie, pardon. Oui, Mm, non, mais j'allais C'est vous c'est mm, intéressant la rebondir. question de la troisième voie parce que c'est une rhétorique qui est reprise par l'Europe sans qu'elle n'ait réussi à trouver son mode d'emploi, hormis la réponse normative réglementaire, qui n'est pas d'ailleurs ajoutée, hein. Quand je le mm. dis comme ça, c'est juste que je pense que c'est une condition nécessaire, mais absolument pas du tout suffisante. Et donc, il nous manque la partie suffisante, c'est-à-dire la dimension proactive, donc industrielle. Mais, euh, mais c'est intéressant la rhétorique de la troisième voie parce que c'est l'élément de langage pour l'instant de l'Europe, et c'est surtout géopolitiquement, la posture opérante des BRICS. En fait, elle existe, la troisième voie. C'est juste qu'elle n'a pas embarqué, elle n'est pas encore, elle n'a pas embarqué toute une partie du planisphère qui est réputée négligeable, l'Afrique, hors Afrique du Sud. Et donc la question c'est, donc il y a des possibilités. Les BRICS plus, groupes diplomatiques hautement hétérogènes, qui ont beaucoup de dissensions entre eux d'ailleurs, ils ne sont pas toujours d'accord. Vous allez retrouver l'Arabie saoudite, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, je l'évoquais, et ils sont plutôt globalement amarrés à la Chine. Parce que la Chine est arrivée en disant, et ça s'entend dans le rapport de force qu'elle a essayé d'installer. Au nom de quoi, quand on parlait de gouvernance, vous le disiez très justement, la question de la gouvernance internationale de l'intelligence artificielle, au nom de quoi la question de la norme, des standards, donc des valeurs, serait américain. Et donc, pourquoi est-ce qu'on devrait S'aligner. obtempérer à ça? Et donc, la Chine essaye
de porter une voix ou sa voix. Il va y avoir plusieurs options. Alors, l'arrivée de Trump va être très intéressante parce il y a un brouillard en ce moment autour de ce qui va se passer. Mais pré-Trump, pré-5 novembre 2024, il y avait plusieurs options. Soit on arrivait, bon an, mal an, à avoir une gouvernance internationale de l'IA, donc inclusive, humaniste, universelle, blabla, blabla, mais qu'on n'a jamais réellement réussi à mettre en place. Donc dans des cénacles internationaux, type l'ONU, type l'UNESCO, l'OCDE peut-être à plus petite échelle, sur d'autres périmètres. Mais ça n'a pas été très concluant quand même, parce qu'il reste des voix dominantes, parce que les technologies sont dominantes. Quand OpenAI gagne des parts de marché, elle ne fait pas que gagner vos usages. C'est des batailles de soft power. Et donc, ce sont des bras armés de leur État technologique. C'est des outils de soft et de hard power. Et donc, à partir de là, donc soit on arrive à avoir une gouvernance internationale ou qui est inclusive, première option, minimale ou minimaliste. La deuxième option, c'est une balkanisation, c'est une fragmentation de la gouvernance à échelle globale du monde. Donc, vous allez avoir l'Occident, donc enfin, les États-Unis avec leur appendice, l'Europe d'un côté, vous allez avoir la Chine et ses appendices de l'autre, et puis on va couper le monde en autant de blocs que la géopolitique traditionnelle, physique. Et c'est ce qu'on voit déjà apparaître dans le cyberespace. C'est un concept qui s'appelle le splinternet, où le cyberespace n'est globalement pas du tout une espèce de truc transfrontalier, génial, utopique, etc. Pas du tout. C'est un espace d'extrême conflictualité avec autant de blocs que de groupes idéologiques, en fait, hein. Deuxième option, donc une balkanisation de la gouvernance. Et la troisième option, c'est on reste sur des instances internationales, mais à travers lesquelles chaque groupe, dans un niveau de conflictualité plus ou moins fort en fonction du moment de l'histoire, va aller pousser son agenda personnel. C'est un peu le scénario qu'on voit apparaître actuellement. Donc, toutes ces options sont ouvertes et en fonction du niveau de bras de fer qu'il y aura entre États-Unis et Chine, ça déterminera la tête que le monde aura sur la question technologique, donc la tête du monde tout court. Et ça va être très intéressant de voir comment Trump va négocier ces virages-là aussi. L'un des sujets fondamentaux, mais qui est assez peu visibilisé dans le débat public mainstream, parce qu'on n'en a pas encore, on l'a pas encore touché dans notre chair, c'est la question des armes autonomes. Ça, c'est un des gros sujets. Les armes autonomes, c'est pas ce qu'on voit exactement actuellement. C'est pas des logiciels qui vont automatiser des campagnes de bombardement ou de ciblage ou de je ne sais quoi. C'est pas ça. Une arme autonome, c'est la question de l'autonomie. C'est-à-dire, vous n'avez plus, et vous avez tout un tas d'ailleurs de débats, de définitions entre experts sur qu'est-ce que l'autonomie, jusqu'où va l'autonomie. Mais je vous épargne tout ça. Toujours est-il que dans le principe, l'arme autonome, c'est que vous n'avez plus d'humains sur la boucle, vous n'avez plus d'agents, vous n'avez plus de militaires sur la boucle. Donc, dès l'instant où l'opération est programmée, votre engin, quelle que soit sa gueule d'ailleurs, un drone, un robot tueur, peu importe, on s'en fout de la mécanique, j'ai presque envie de vous dire, un tank, on s'en fout. Donc, dès l'instant où il est lâché dans la nature, vous ne savez plus ce qu'il fait. Vous n'avez plus aucun contrôle sur ce qu'il devient, sur son intention, sur ce qu'il va faire. Ça ne veut pas dire qu'il a une conscience, ça veut juste dire que il part en totale autonomie. Et l'une des peurs, c'est que justement les armes autonomes ne soient pas du tout ce vieux rêve de la frappe chirurgicale, qui est un vieux fantasme depuis Bush Junior, etc. Mais donc les faucons de l'administration américaine des années 90, mais qui en fait, il se transforme en arme de destruction massive. Mettons que votre arme autonome confonde un bus d'écolier avec un tank. Et là, vous avez un scandale potentiellement énorme. Mais pour qu'il y ait un scandale énorme, il faudrait que ce soit les populations cibles qui soient touchées dans leur chair. Parce qu'un accident de cette nature en Afrique ou en Amérique latine, les opinions publiques occidentales, à mon avis, elles vont pas s'émouvoir de trop. Donc, à un moment donné, euh, je crains et je crains d'avoir raison. On arrivera à une espèce de, comme souvent dans l'histoire, on arrivera à une prise de conscience le jour où on aura un accident, et un accident majeur, comme sur le nucléaire, etc. Donc voilà un peu l'un des enjeux un peu peu discutés, mais sous-jacent à cette question de la gouvernance internationale. Et pourquoi je l'évoquais? Parce qu'États-Unis et Chine maintiennent de façon très
très consensuelle d'une certaine façon, une forme de statu quo. Ils se sont globalement implicitement mis d'accord pour ne pas se mettre d'accord. Pourquoi? Pour ne pas mettre la limite, le cadre, le framework de la discussion, bah pour continuer à les développer. Tout simplement. Parce que, si tout parce que la posture de l'Europe, c'est plutôt de dire il faut limiter les usages, mettre de l'éthique, le légal n'est pas toujours légitime, donc il faut vraiment. La doctrine française est très claire, par exemple, enfin, officiellement en tout cas, sur l'usage des armes autonomes, que en défensif, ne pas les développer, avec tous les dangers que ça peut supposer, etc. États-Unis et Chine sont dans des luttes de pouvoir et de puissance telles qui sont plutôt sur le développement de ces technos-là. Mm. Et donc, en termes de gouvernance, c'est plutôt maintenir une espèce de flou artistique sur cette question-là, par exemple. Je peux rebondir ce que tu dis, ça me rappelle exactement la situation de 2015 sur un autre sujet qui est la gouvernance de l'Internet. Aujourd'hui, on a la vraie problématique de la gouvernance de l'IA. La gouvernance en 2015, l'Internet, tout le monde utilisait Internet, mais le postier de l'Internet, c'est une agence qui s'appelle l'IANA et c'était une agence de droit américain. Elle était américaine, c'est celle qui vous dit votre adresse est telle. Quand j'envoie un email d'ici vers vous, c'est elle qui va vous trouver, vous donner votre email. Cette agence, c'était une agence, c'est une société technologique américaine. Si cette agence disparaissait, ou en 2015 ou aujourd'hui, bah, le monde aura un vrai problème de communication. Par contre, en 2015 et en 2024, si l'ONU en tant que telle disparaissait, oh, il y aura des changements, mais pas autant, pas senti autant. Et donc, la Chine a menacé en 2015. Tout ça, c'est des batailles underground qu'on ne les voit pas. Monsieur Tout le monde ne les voit pas, mais ils sont vraiment des vraies batailles de féroces, des vraies batailles féroces. La Chine avait menacé de dire, moi, je veux sortir d'Internet. Je garder mon Internet chez moi. J'ai suffisamment d'utilisateurs pour faire ça et je contrôlerai tout ce qui sort et tout ce qui rentre de la Chine. Et ceux qui viennent avec moi, ils vont utiliser mon Internet à moi. Et donc, c'était, à l'époque, la Chine, c'était l'usine des États-Unis, l'usine du monde. Et donc, ça posait un problème. C'est le Brésil, d'ailleurs, à l'IGF, le forum global de la gouvernance d'Internet, de la gouvernance un peu loose d'Internet, dans lequel il y a des gouvernements, des Google et des utilisateurs, qui a dit, c'est le Brésil qui a dit, venez, on va discuter, on va trouver une solution. Et les États-Unis ont cédé pour que Iana sorte des États-Unis et qu'elle aille ailleurs et qu'elle ne soit pas assujettée à des lois américaines, parce qu'elle donnerait tout le détail de ce qui se passe au gouvernement américain. Et donc, et finalement, c'est resté comme ça. Les guerres continuent dans le background, la guerre continue, mais on maintient la face, on travaille ensemble. Et j'ai l'impression, C'est une similitude. il y a une similitude. Je ne sais pas quel est the next step dans la gouvernance, de Yeah. l'IA, mais pour l'instant, c'est le flou artistique le plus complet. Effectivement, vous avez parlé de trois voies possibles aujourd'hui. Quels sont peut-être les outils qui pourraient nous rapprocher un peu plus vers la première voie, même si j'ai pas beaucoup d'espoir là-dessus, celle où on a une gouvernance inclusive. Mais là, je vous répondrai le jour où je serai présidente des États-Unis. Hors de ce poste, personne n'est capable de vous le dire. C'est très simple. Hmm. C'est Trump aujourd'hui et avec son homologue chinois qui sont à la manette. Et c'est absolument imprévisible. Donc je n'ai aucune solution et personne ne l'a. C'est-à-dire que hormis Trump et Xi Jinping, tout le monde est spectateur aujourd'hui du truc, à part avec leurs alliés très proches. Donc Musk d'un côté. euh, mais non, non, je n'ai strictement rien à vous dire et rien à proposer. C'est impossible en l'état. Et j'assume ce que je dis, c'est impossible en Mais l'état. des négociations comme là, par exemple, le Brésil qui s'est
Justement, Ouais, c'est merci. ça. Est-ce qu'il y a le... Mais il y a la voie de la troisième voie, C'est entre ça. guillemets. Est-ce que ce que fait la présidence française avec Macron pour le congrès de l'IA en février, C'est pas le pour congrès pour changer. l'accent de l'IA, c'est aussi une manière d'essayer de créer la troisième voie? Ben, Est-ce que c'est du... Parce que franchement, l'ONU est totalement discréditée, et surtout avec Gaza, on oublie. L'ONU, c'est du pipeau, personne n'en charge, c'est que les idiots qui continuent à y croire. Est-ce qu'il y aura une nouvelle ONU 2.0 qui est décidée par Trump et son homologue chinois? Peut-être. À ce moment-là, ça c'est une négociation en deux, il y aura un ONU de 2.0 où tout le monde va s'aligner. Ou peut-être, en attendant, comme si les gens sont spectateurs et n'aiment pas rester spectateurs, cette troisième voie de négociation ou d'ouverture ou de dialogue, qui a commencé d'ailleurs il y a quelques mois avec un petit dialogue sur l'IA Méditerranée et le rapport Villani, un peu pour la position de l'Europe, enfin en tout cas pour la France, là-dessus. Peut-être, peut-être. En tout cas, il va falloir essayer de créer cette troisième voie en attendant que les deux, honnêtement, que les deux vrais maîtres du monde décident. oui, oui, alors je suis d'accord avec la chute. Je suis d'accord avec la conclusion. Euh, Après, ça dépend, en fait, pour problématiser, parce que j'adore problématiser, j'adore reposer les questions à ma sauce et après, j'apporte mes propres réponses. Sinon, c'est pas drôle. Mais si je pose la question autrement que vous posiez, en fait, tout dépend de l'intention. Et ça, c'est fondamental. Le problème, c'est pas l'IA, le problème, c'est pas la gouvernance ou pas la gouvernance, est-ce qu'elle est internationale ou pas internationale. Si on affine un tout petit peu, c'est la question de l'intention. Si l'intention de votre État est ou de votre empire, peu importe, est la puissance, Mm. c'est une première discussion. Donc, si l'intention de l'Afrique du Nord, qui devrait déjà commencer par se parler entre elles, ou l'Afrique de haut en bas, ou l'Afrique plus l'Europe, et la puissance, c'est une discussion donnée. Et là, bon, la réponse à court terme, elle me semble évidente. Si l'intention, c'est ne pas entrer en dépendance pleine et entière des deux autres, qui sont, eux, Les maîtres du jeu. les puissances technologiques ou les technopuissances du XXIe siècle, et de se dire, on va juste bidouiller un modèle qui est à nous avec une forme comment dire, d'abaissement des dépendances technologiques, des goulots d'étranglement géostratégique sur les ressources, sur les semi-conducteurs, sur le brain drain, parce que les talents est une autre forme de compétition géostratégique, etc. Et par parenthèse, juste j'ouvre quand même la parenthèse, parce que dire on forme, on a le même problème en France. C'est cocorico tous les 4 matins en disant on est les champions du monde des maths. Bon, quand tu vois les derniers classements en mathématiques, c'est pas très fameux. Et surtout, la question de la compétition, et je le dis là-bas, hein, la question de la compétition géostratégique sur les talents en IA, alors oui, il faut en former. C'est une forme de passer à côté du siècle et une forme d'inculture de ne pas avoir et les humanités et la data science dans sa besace aujourd'hui. Mais ceux qui vont développer les technologies de rupture ou breakthrough là, de ce siècle, ils se comptent sur les doigts de deux mains. Tout le monde ne sera pas un génie que Google ou que OpenAI va aller chercher à millions. Donc attention aussi de quoi on parle en termes d'échelle. Les vrais euh, génies ou les vrais talents qu'on va se disputer, c'est pas des armées de data scientists. C'est pas ça. Donc, il faut aussi être très conscient de ce dont on parle. Et si on arrive à en sortir déjà un, c'est déjà assez génial. Le reste, c'est des startups. Le reste, c'est l'écosystème, c'est des boîtes, c'est des machins. Mais ceux qui vont vraiment faire les innovations de rupture, et aujourd'hui, on parle beaucoup de quantique et le post-quantique, par exemple, c'est ça aussi les prochaines batailles, le coup d'après. Quand on parle de troisième voie, c'est pas être simplement follower, c'est se dire quelles sont les stratégies de niche, ou sur quelle chaîne stratégique on va se prépositionner, comment est-ce qu'on devient un acteur incontournable sur une micro partie de la chaîne, et surtout, quels sont les coups d'après.
Ça, c'est des vraies stratégies. En France, je passe mon temps à le dire et pourtant personne n'écoute. Donc ça ne veut pas dire que, en plus, il faut aussi que vous ayez une classe gouvernante qui ait compris, qui ait la modestie de faire ça. Et surtout, quand vous êtes un homme ou une femme politique, faire ces choix-là, c'est dire, en fait, on n'a pas la puissance des géants et donc on va être tout petit en termes de modèle. On va un peu laisser de côté la stratégie de puissance à très court terme, le temps de réparer un tout petit peu 40 ans de sommeil sur ces questions-là. Et on va juste avoir des positions, on va essayer de développer des petites positions sur des petites chaînes mais stratégiques. Ça suppose en creux, quand vous faites des choix, c'est faire des renoncements. Or, quand vous êtes un homme politique, renoncer, c'est très difficile parce que vous avez les copains, vous avez les réseaux, vous avez les lobbies, vous avez les affaires publiques, vous avez les gens à qui vous devez faire plaisir, vous avez les gens qui vous cassent du sucre sur le dos. Donc, en fait, c'est des positions extrêmement difficiles pour faire des choix de rupture. Je parle de choix politiques de rupture. C'est pour ça aussi, c'est ce qu'on paye en Europe. Il y a quelques semaines, on a eu le rapport Mario Draghi qui expliquait qu'on avait besoin en Europe de 800 milliards d'investissements en termes de trucs. Et surtout, ce qu'il disait, c'est pas l'innovation pour l'innovation, c'est très intéressant. C'est pas l'innovation pour l'innovation, c'est l'innovation pour quoi faire. Et lui il disait, mais en fait, il faut absolument qu'on arrive à penser des territoires durables, désirables, décarbonés, etc. Ça peut être un horizon désirable. Il nous faut 800 milliards. Et van der Leyen lui a dit, la présidente de la commission, lui a dit, merci beaucoup pour le rapport. Je vous rappelle à la prochaine. Parce que budget, 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 rigueur budgétaire. Vous êtes contre-cyclique quand vous réfléchissez comme ça. Et c'est comme ça qu'on continue de creuser le retard tout en manipulant des éléments de langage, rapport au sommet de l'IA, tout en manipulant des éléments de langage. Et en fait, si vous manipulez des éléments de langage qui ne sont adossés à aucune stratégie industrielle, ça s'appelle de l'esbrouf. Ça s'appelle pas une vision. Bon, je ne vais pas faire L'avocat du diable. non, l'avocat du plan France 2030, mais il y a quelques trucs qui sont quand même importants là-dessus. La réindustrialisation, la volonté de la réindustrialisation est une vraie volonté. Est-ce que la France n'a pas la masse critique pour faire quoi que ce soit? Point à la ligne. L'Europe pourrait l'avoir, mais l'Europe n'est pas un seul pays, c'est une grosse administration. Mais je pense honnêtement dans des technologies de rupture, telles que les technologies de batterie, par exemple, où on aura besoin beaucoup d'énergie. Il y a une certaine avancée dans certains laboratoires. Et je parle un peu en connaissance de cause, puisque j'investis dans les deep tech. Il y a une certaine avancée dans certaines technologies de rupture, qui pourraient être des technologies de rupture, telles que les batteries, qui pourraient être un morceau, très niche, je dirais pas incontournable, mais important dans la chaîne. Aujourd'hui, dans l'IA, la seule maître de l'IA, c'est ceux qui ont les calculateurs NVIDIA. C'est NVIDIA qui décide. Je parle sous ton contrôle, mais il n'y a pas le compétiteur chinois de NVIDIA. Donc in fine, il y a un seul patron au monde, c'est Monsieur NVIDIA, Mais dans pour, l'intelligence par artificielle. exemple, dans les deep tech, par exemple, sur les startups dans lesquelles tu investis, mettons. Mm. Donc, mais j'insiste vraiment sur mon point que je dis partout, partout où je vais. Donc, c'est pas du tout un scoop que je suis en train de livrer là. C'est quelque chose qui est écrit dans mon livre et Mm. qui est critique, qui est un point critique de la gouvernance politique de ces sujets. Et je ne cesse de le répéter, la principale innovation, elle n'est pas technologique, elle doit être politique. Et donc, par exemple, mettons que en France, on est repérer un écosystème d'innovation de rupture dans les batteries, dans une catégorie de batteries données. Ben, une stratégie gagnante, c'est que, un, ton système d'innovation nationale l'a repéré, et que deux, il flèche, et que trois, il abonde et il investisse. Ça s'appelle le capitalisme d'État. C'est ce que fait la Chine, c'est ce que font les États-Unis, qui sont des pays extrêmement interventionnistes. Donc, le fantasme du marché libéral ou qui s'auto-régule, ça n'existe que dans le fantasme de l'Europe. Et encore, elle s'en est réveillée avec l'arrivée de Thierry Breton en 2019, qui, hélas, et je dis bien hélas, est parti depuis. C'est un peu lui qui avait fait littéralement bouger les lignes, et quand il les a trop fait bouger, on l'a remercié. Mais
sur les questions de souveraineté technologique, sur les questions réglementaires, sur les questions de stratégie industrielle, etc. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est pas juste des startups qui vivotent comme ça disons, par la bonne chance de leurs fondateurs. C'est très très bien qu'il y ait ça. Mais si ce n'est pas adossé à une vision, si ce n'est pas adossé à une stratégie d'État, ça va être une start-up. Et donc, ça ne pourra pas participer d'une stratégie ou d'une politique de puissance. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le terme de politique de puissance, c'est power politics. Je crois que c'est un mec qui s'appelle Robin Wright, qui l'a écrit en 1900, dans les années 40, qui est un auteur britannique. Et dans la littérature francophone, il n'y a pas tellement ça. Après, Raymond Aron mais c'est très intéressant de voir quels sont aussi les penseurs. Et c'est souvent en fait des penseurs anglo-saxons ou d'ailleurs chinois dans d'autres stratégies, la guerre hors limite, etc., qui vont penser, qui vont mettre les doctrines sur ça. Et donc, si vous n'avez pas une doctrine sur la stratégie de puissance, sur la technopuissance, sur la stratégie industrielle dans les technologies de rupture, oui, vous allez avoir des bassins. En France, il y a des bassins, même sur les semi-conducteurs. Autour de Grenoble, il y a des bassins. C'est pas la question. En cyber, la France est très bonne. Mais c'est pas l'idée. C'est pas l'idée de dire, tiens, par outil parcellaire, on n'est pas trop mal là, on n'est pas trop dégueulasse ici, et c'est au petit bonheur la chance. Ça s'appelle pas une stratégie. Asma, si on n'a pas. Alors, c'est vrai que ce que vous dites, c'est applicable dans des pays comme la France, qui sont quand même assez. Enfin, qui pèsent quelque part sur l'échiquier. Moi, j'aimerais quand même réorienter un petit peu le débat sur des pays aussi comme le nôtre, malheureusement, parce qu'on est en Tunisie. Ben oui, parce que sinon, on est juste spectateur quand même de ces politiques de puissance. Nous, on n'est Tout à même fait. pas encore là en Tunisie à parler de politique de puissance. Quels sont nos outils finalement, si on ne parle pas de politique de puissance, de vision politique, etc., pour une certaine souveraineté numérique dans des pays comme les nôtres? Alors, euh, 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 regardez, je vais quand même revenir sur ce que tu viens de dire. Je suis d'accord sur un point et un peu moins d'accord sur un deuxième. Je vais commencer par le moins d'accord. Mon ami et chef, c'était mon patron Thierry Breton, à Atos Origine. Il avait fait à l'époque des choix super courageux. 10 ans après, résultat de ses choix, la boîte a failli. Donc, il faut faire la différence entre honnêtement le courage et la réalisation. C'est juste un petit point de be careful avec mes cheveux blancs. Je commençais à voir ce point. Voilà, voilà, on arrive. Le deuxième point sur lequel je suis entièrement d'accord, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de gouvernements forts, de gouvernements interventionnistes, de gouvernements capitalistes, et que ce qui veut dire que le concept même de démocratie partisane fait en sorte que les pays ne sont pas nécessairement super forts. Regardez où se trouve la France, regardez où se trouve la Tunisie il y a quelque temps. Aujourd'hui, on a un gouvernement fort, un président fort, mais on n'a pas les moyens, ça c'est une autre chose. Et on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est une autre chose. Mais vraiment, il y a une réorientation vers des gouvernements forts. Et il y a un autre revers de médaille qui fait mal, qui serait un gouvernement fort, veut dire moins de liberté, veut dire moins de choix individuels, etc., etc. Ce qui fait que notre jeunesse, la jeunesse globale, devient totalement anti-système. Comment il s'appelle le jeune qui a tué l'assurance, le chef d'assurance, j'ai ce mot, Luigi. Ah, aux États-Unis? Oui, aux États-Unis. Luigi est aujourd'hui un héros international pour les jeunes de son âge, parce qu'il a dit non il a dit non d'une façon pas autorisée, d'une façon illégale. Il a dit non à un système qui a fait que sa mère soit tuée parce qu'elle n'a pas signé en bas à droite. Donc, ce changement profond n'est pas que technologique, n'est pas qu'économique. Il y aura un changement
profond sur nos systèmes fondamentaux de valeurs. Et qu'il y aura, je n'ai pas de solution, j'observe, et il y a de plus en plus de dichotomie entre les jeunes 25 ans et les gouvernants qui sont plutôt de mon âge que de leur âge. Maintenant, je reviens à nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que on est 1% de l'Afrique en population et on est 0,01% du monde. Donc, il faut d'abord, connaître notre taille et être très réaliste par rapport à notre taille. J'ai vécu dans une génération où on dit, nous, on peut beaucoup mieux que les autres. Non, on ne peut pas beaucoup mieux que les autres. On peut être mieux que les autres. Un. Deux, quelle est notre force tunisienne? Réellement, c'est l'émancipation, que toute la population participe, ça veut dire femmes et hommes, donc l'émancipation de la femme, pas tous les pays, alors même à ce jour-là, qui sont là, regardez tout ce qui reste en Afrique. Et trois, notre système d'éducation qui produit des gens qui sont dans des positions assez importantes dans le monde, dans les postes de commandement, spécialement dans les postes de commandement technologique. Comment on peut faire, comment on peut les utiliser pour faire avancer notre stratégie. Je parle spécifiquement IA. Oui, on peut leur demander leur avis. Exemple très concret, le plus grand exit d'une start-up euh, africaine, C'est un study. c'est une start-up. Même si elle est à Londres, 80%, 90% de ses employés sont en Afrique et c'est le plus grand exit. Et donc, c'est quelqu'un qui devient important dans le monde de Mm. l'IA. Il a été reçu, entre autres, par le président français en préparation du sommet, etc. Et je pense qu'il faut capitaliser sur ces ressources-là. Comment capitaliser? C'est la question. Cas très concret, as we speak, là, aujourd'hui, demain, le 19, donc une vingtaine de personnes ont été consultées sur la stratégie de l'IA tunisienne qui a été faite, écrite un premier draft par le ministre du Digital, Sofiane Hemisi, qui est un bon gars, qui connaît l'appareil de l'État, qui est visionnaire aussi, et ils l'ont envoyé à une vingtaine de personnes pour qu'ils donnent leur avis. OK, on va donner notre avis et chacun avec son angle. Comment tu vas décider où tu vas? Et franchement, on ne peut pas vivre en autarcie. Notre seule valeur ajoutée ou notre seul unique selling point, c'est la capacité à produire des bonnes ressources. Il n'y en a pas. On n'a pas nous, à Innovation City, on a acheté, on est le deuxième, je crois, ou les deux seuls qui ont acheté un calculateur NVIDIA dans le pays. Et on devient des héros parce qu'on a dépensé 1 million de dollars pour acheter un, un- un petit supercalculateur et on devient un hub de l'intelligence artificielle. On est super loin. Il faut dépenser des trillions of dollars pour avoir des capacités de calcul. C'est pour ça, la chose la plus importante, c'est, comment dire, le mahwar en français. Là, L'axe. avec quel axe on souhaite jouer? Pour moi, il n'y a pas de doute. euh, on a une expression en arabe. On peut pas enlever son nez de son visage. C'est l'axe. On peut pas ne pas faire l'axe nord-sud, Europe-Afrique. Je ne vois pas d'autre. Bien sûr qu'on va fréquenter avec nos amis du Golfe, mais nos amis du Golfe, ils sont dans un autre axe. Ils ont un axe Israël, États-Unis, et quand ça leur plaît pas, ils vont se tourner vers la Chine. Donc là, on va vers le deuxième scénario, du coup. Euh, et oui, et franchement, j'espère que ça sera le troisième scénario. Et c'est ce que. Mais est-ce qu'il y aura une troisième voie?
ça vaut le coup d'essayer, en tout cas, de ne pas rester les mains vides. C'est pour ça que ce genre de forum de l'IA dans lequel il y a les utilisateurs, les spécialistes et aussi les décideurs politiques qui ne sont plus aussi décideurs qu'ils l'étaient il y a 20 ans et il y a 30 ans. Les décideurs politiques ne peuvent plus rien décider parce qu'ils ont les mains liées par le Par la lobby. Parlement et par le budget et par l'Europe et par etc. Ah, on ne peut pas avoir une compagnie qui a plus de 50% ou 60% du marché, alors que pour être le meilleur dans le monde, il faut que tu aies une compagnie qui a 100% de ton marché et 100% du marché à côté. Et les lois européennes ne te permettent de faire ça. Nvidia n'aurait jamais pu se développer en Europe parce que les lois européennes l'empêcheraient de se développer, lui casseraient ses ailes dès qu'elle commence à avoir une part du marché. Donc, revenons à nous, il faut choisir notre axe, continuer à capitaliser sur nos ressources, être sûr d'utiliser, de capitaliser sur nos points, sur toi, sur des gens comme toi qui sont un peu partout. Maintenant, une fois qu'on a capitalisé, est-ce qu'on peut agir? Il faut agir au sein En d'un groupe. groupe. Donc, Au en sein groupe. d'un groupe. Et ce groupe est Est-ce qu'il y a nord-sud. d'autres outils? Je vois pas un autre groupe dans lequel on pourrait agir. Le sud global, j'entends là. Ouais. Donc, vous parlez de la troisième voie. Troisième Donc, il point. faut y une troisième voie. Cette troisième voie, ce n'est pas que la Tunisie ou l'Afrique du Nord ou l'Afrique qui est dans le pétrin. C'est l'Afrique et l'Europe qui sont dans le pétrin. Les deux. Définissez riche, s'il vous plaît. Définissez En riche, s'il vous plaît. compétences et en potentiel. Combien? Non, il faut être. On est zéro. C'est pas, on est tous aussi patriotes l'un que l'autre. Mais franchement, je vais vous le dire. Ben, Mais si, si. ah, et on a présenté une étude intitulée Le paradoxe tunisien, un pays riche au point de vue potentiel, très pauvre au point de vue performance. D'ailleurs, on a présenté cette étude, il nous a dit, nos députés, il faut changer cette étude. C'est plein des études, c'est la théorie de ça. Il faut, c'est-à-dire, faire une étude au point de vue, c'est-à-dire région est stricte, deuxièmement, et troisièmement, il ne faut pas, deuxièmement, il faut pas toucher les caisses de l'État. Moi, si Non, non, Amen, je vais. pas d'endettement, il faut trouver un partenaire stratégique, financier et technique et crédible. On a trouvé. Merci, monsieur. Amstrade, On est d'accord sur la les partie questions. Oui, diaspora. oui, oui. Alors, Est-ce qu'on passe déjà aux questions du public, vu que voilà, on a entamé l'interaction? Je laisse quand même monsieur Normanthal y non, rebondir non, on est pour notre. d'accord sur la Oui, question bien sûr. diaspora. On est d'accord sur la question diaspora. Mm. Euh, ok, ok. Mm. Je- mm. Merci. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci pour Merci. votre intervention. Voilà, on a d'autres questions aussi. Allez-y. Alors l'un ou l'autre, puisque vous êtes devant moi. Merci, madame. Merci pour cet échange de fin d'année. Normalement, en fin d'année, on présente des vœux et tout ça. Maintenant, C'est un bon cadeau de Noël, une oui, bonne oui, déprime. peut-être peut-être sont des prophéties pour le nouveau monde. J'ai deux questions. Euh, Madame Asma, il parle beaucoup dans les médias français, on en entend beaucoup. Il parle toujours des les guerres cognitives. Les guerres cognitives.
Euh, nous, avec le retour de notion de la souveraineté maintenant dans le monde, comment pourrions-nous, prendre des précautions peut-être individuelles, quelles sont les précautions individuelles ou sociétales ou même étatiques pour garder, pour préserver le pays ou le peuple de guerres cognitives et de l'ingérence des pays étrangers dans le champ national? C'est ça la première question. Et la deuxième question, elle est en relation avec votre formation dure, comme on dit, avec l'avènement qu'on appelle ça le TechCo. C'est un titre de livre qui parle de l'ingérence des réseaux sociaux et tout ça dans les affaires politiques et dans les élections et tout ça. Comment tu vois, c'était peut-être une prophétie de fin d'année, le futur des régimes politiques maintenant? Est-ce qu'on se dirigeait vers des techno-dictatures comme tu parles dans le livre ou peut-être comme tu parles dans un instant, des réformes de rupture politique? Et je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a pas mal de questions en une question. Alors, sur la question des guerres cognitives, oui, c'est vraiment, en gros, dans le champ de la conflictualité, vous avez les champs de conflit, disons, classiques, donc terre, air, mer, espace. C'est là où se faisait la guerre. Et puis, c'est à rajouter un cinquième espace qui est le cyberespace. C'est là où se jouent les questions de balkanisation, de la Chine qui développe son écosystème derrière son firewall, la Russie qui se déconnecte, l'Iran qui a développé son propre écosystème sur un certain nombre de briques, pas toutes, etc. Bon. Et le reste du monde. Donc ça, c'est là où se jouent les luttes informationnelles et d'influence sur les réseaux sociaux, notamment, mais pas que, les cyberattaques, le cyberespionnage, etc. Et puis est arrivée depuis quelque temps l'idée qui n'est toujours pas fixée, je dois dire. Donc il faut être très précautionneux et ne surtout, un, pas mal me comprendre, deux, ne pas manipuler ce que je dis, trois, ne pas surinterpréter ce que je dis. C'est très important parce que maintenant je prends beaucoup de précautions sur ces sujets-là parce que très vite c'est récupéré par des complotistes qui racontent après n'importe quoi. Euh, donc il y a un sixième domaine de conflictualité sur lequel il y a du travail qui est en cours actuellement, à l'échelle globale d'ailleurs, hein, l'OTAN notamment, etc., qui est de dire est-ce que le cerveau, donc en fait l'humain, ne deviendrait pas le sixième domaine de la conflictualité? Parce que vous allez avoir plusieurs choses. Vous allez avoir aujourd'hui des capacités de manipulation émotionnelle et cognitive. Donc la lutte informationnelle, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, par exemple, ça va être de manipuler le contenu, puis après on va le distribuer selon des modalités de viralisation, dites inauthentiques, donc les bots, les pharmatrolls, les faux comptes, les faux profils, ce qu'on a vu récemment en Roumanie par exemple, pour influencer une opinion publique. Ce que vous disiez très justement, les ingérences étrangères. Donc ça, c'est Mais la matière de ça, ce sont les contenus. Vous allez faire de la fake news, du deepfake, de la manipulation de l'information. Dans le champ cognitif, vous n'allez pas simplement faire de l'aval, c'est-à-dire de la manipulation de l'information, vous allez aussi travailler la façon dont ça va être reçu cognitivement, donc par vos synapses, d'une certaine façon, les émotions, etc. Et ça risque d'être très fortement renforcé par les nouvelles interfaces homme-machine, les implants, les récepteurs là, de bien-être, d'aller dormir, de faire de yoga, enfin tout ce qui va être capable de mesurer votre activité cérébrale. Alors quand c'est cool, c'est sympa, par exemple. Quand c'est cool, c'est sympa. Le problème, ce qu'il faut toujours avoir en tête avec ces technologies, c'est qu'elles sont duales, c'est-à-dire qu'elles sont toujours à la fois et civiles enfin souvent civiles et militaires. Un réseau social, c'est très sympa pour faire de la veille d'information, pour avoir des news, pour prendre des nouvelles de vos potes, de machin, de stalker votre amoureux, votre amoureuse ou votre crush, de raconter de la merde quand vous êtes sous pseudonyme, c'est possible aussi, mais c'est aussi une arme de guerre informationnelle. Donc, c'est cette dualité-là qu'il faut avoir en tête. Et c'est tout ça mis en brique qui fait dire que une prochaine génération de conflits se passera directement dans les cerveaux. Les implants en Neuralink de Elon Musk ne sont absolument pas du tout anodins de ce point de vue-là. C'est pas simplement thérapeutique, c'est pas simplement pour avoir l'homme augmenté face à des super IA, c'est aussi potentiellement entre de mauvaises mains à des fins un jour malveillantes, entre ses mains ou d'autres mains, ça peut être aussi des instruments de manipulation cognitive. Ce qui amène
dans le monde davantage de la recherche et de la recherche notamment anglo-saxonne, un certain nombre de chercheurs, comme une américano-iranienne, dont moi j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Nita Farahani, qui elle parle d'une nouvelle génération de droits et d'une nouvelle génération de liberté, dont la liberté cognitive. Et d'ailleurs, en termes de doctrine, voilà. Bon, donc ça, c'est sur la partie guerre cognitive. Après, sur la partie souveraineté, qu'est-ce qu'on fait à échelle, disons, nationale, c'est-à-dire des politiques publiques ou de la tech Même policy? individuel. J'en ai parlé, Ah, c'est-à-dire il faut absolument qu'il y ait des prises de conscience, des stratégies et qu'ils soient adossées à des vraies politiques publiques, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas simplement des guidelines, des notes, des rapports ou des éléments de langage ou du discours. Ça n'est pas intéressant. Ça fait perdre du temps juste à tout le monde. Moi, par exemple, j'ai arrêté les auditions et de pondre des rapports ça n'a aucune espèce d'intérêt intellectuel euh, ni opérationnel s'il n'y a pas le passage à l'acte derrière sur un fil directeur. Et après, à échelle individuelle, bah, c'est tout mon travail. Vous évoquez mes interventions, et c'est ce que je disais aussi en préambule. Bah, c'est toujours être conscient de ce que vous faites derrière un écran. C'est pas être un consommateur ou un user passif de vos contenus, c'est toujours avoir la conscience, mais c'est des réflexes très simples. C'est qui me parle, pourquoi on me le dit, pourquoi tel contenu m'est poussé. Quelle est la source, croiser les sources, avoir une hygiène cognitive, une hygiène informationnelle, ça c'est fondamental. Être informé de ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui fait que vous allez être un citoyen qui a trouvé sa place dans le monde. Donc, parce qu'on a de plus en plus d'études en Occident, en tout cas, qui mettent en avant une forme de fatigue informationnelle ou de détournement de l'information. Non, il ne faut pas lâcher. En revanche, la surabondance peut à niveler déjà et amener une forme de saturation cognitive. Donc, il faut toujours être très intelligent, vous, dans votre usage et dans votre consommation de l'information. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et c'est un exemple avec lequel je terminerai, c'est l'exemple du Canada. Moi, je le donne souvent cet exemple-là. Pendant le Covid, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on va contrer la flambée de complotisme, d'antivax, de choses, comment on va faire? Parce qu'on est en démocratie, donc en démocratie, on ne peut pas dire aux gens quoi croire. En démocratie, tu es libre de croire ce que tu veux a priori. Mais donc le rôle de l'État n'était pas de dire vous devez croire ça et machin, mais c'était de dire comment est-ce qu'on contourne la difficulté. Et donc ils avaient fait une campagne. Moi j'avais adoré l'idée. Ils avaient fait une campagne. Je la vulgarise, mais ils avaient fait une campagne de sensibilisation. C'était la campagne des 5 secondes, c'est-à-dire dès l'instant où vous êtes confronté à un contenu, avant d'engager une action quelconque, un share, like, follow, etc. Prenez juste 5 secondes que vous pouvez compter là tout de suite. Ça passe très très vite, mais c'est un temps très court mais nécessaire pour en fait faire basculer votre cerveau du pulsionnel au réflexif. Et ça, c'est fondamental. Et vous allez voir que vous allez beaucoup moins liker, beaucoup moins sharer et beaucoup moins follower tout d'un coup, mais que ce sera beaucoup plus qualitatif. Ce qui amène donc à une autre forme de conclusion qui est que votre algorithme s'éduque. Il y a la partie ingérence, oui, mais il y a aussi la partie de comment vous avez, vous, dopé votre... Si tu passes ta journée à regarder des vidéos de chat qui pète, ton algo ne te posera que des vidéos de chat qui pète. C'est clair. Donc, à un moment donné, votre algorithme s'éduque. Et puis, si tu es en fin de journée et que tu as besoin de regarder des vidéos de chat qui pète pour te décontracter 30 secondes, une heure, une demi-heure, il faut le faire en... C'est pas le faire ou pas le faire, c'est le faire en conscience. Moi, il m'arrive des journées de VGT 20 minutes devant Instagram parce que ça va me vider la tête, parce que je suis saturée, je suis fatiguée, j'ai plus envie de voir personne, je veux voir des conneries parce que j'ai besoin de souffler cognitivement. Mais je sais pourquoi je le fais et je sais combien de temps je le fais. Et je sais aussi ce que je ne vais pas faire sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très important d'être en contrôle de vos usages. Est-ce que, c'est-à-dire, si on n'a pas jusqu'à aujourd'hui de politique publique nationale, de régulation, de souveraineté numérique, c'est à nous en tant qu'individus et d'essayer de... Normalement, dans un monde idéal, c'est les deux et dans un juste équilibre et dans une juste On est dans un proportionnalité. constat où il n'y a pas ça. Après, je sais pas, je ne connais pas du tout l'appareil législatif sur ces questions-là en la deuxième Tunisie, chose. donc je ne sais pas répondre. Juste la deuxième question pour Juste, le futur des aïe, démocraties. aïe, aïe. Merci, monsieur. Justement, il y a deux, je confirme ce que tu dis. Moi, j'ai pas pu rentrer. Je suis un consommateur un consommateur idiot des réseaux sociaux.
Euh, mais j'ai pas pu rentrer dans TikTok. Donc, je sais pas. Moi non Ouais. plus, j'ai pas réussi. J'ai un ami que je respecte, qui n'est pas du tout ce genre de choses, qui n'a que TikTok et l'utilise à bon escient qu'il utilise parce qu'il a compris comment ça marche. Il me dit, Norman, moi, le seul réseau social, c'est TikTok, et il me donne l'information que je cherche, et maintenant, on se comprend. Et je pense, ce point-là, maintenant, on se comprend, c'est la synchronisation entre la machine et l'homme. Je reviens au point futur des gouvernements et puis le rôle du privé. Et c'est important. Après tout, je pense la gouvernance du monde, la gouvernance des pays depuis les Carthaginois, elle n'a pas bougé beaucoup. On a élu des gens d'Ada, de la démocratie indirecte, et on fait des parlements et des exécutifs, etc. À peu de choses près, elle n'a pas bougé. Mais franchement, elle n'est plus adaptée. L'expression de la démocratie comme elle est aujourd'hui n'est plus du tout adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Donc il est en train, il y a une autre forme d'expression de gouvernance qui est en train d'être créée. Je ne sais pas laquelle, mais je sais que les jeunes refusent totalement toutes sortes de gouvernements. Je sais que étant dans un gouvernement, que le gouvernement est très peu puissant. Il peut, faire très peu de choses. Donc la seule façon d'avancer, c'est des sortes de multi-stakeholder governance où il y a un peu de gouvernant parce qu'il a les moyens de renforcer quelques trucs, mais il ne peut pas tout renforcer. Mais il faut que le civisme de la société civile et puis le privé, que lui, il a des objectifs et les atteint. Si on ne, ou bien le privé, ou bien on tombe dans ce que fait Trump et les Chinois, c'est le public qui va décider et le public qui a ses privés à lui, et qui va faire ce qu'il veut. Donc l'importance du privé dans la gouvernance devient de plus en plus importante. Enfin, je dis l'importance. Et c'est pour ça que toutes ces histoires de gouvernance locale, gouvernance régionale, gouvernance nationale, souveraineté, c'est des concepts super bousculés. Ils sont en train d'être remodelés. Quel est le résultat? Je n'ai aucune idée. Mais je sais que la gouvernance des pays comme elle est aujourd'hui, la démocratie comme elle est expressed aujourd'hui, les outils de la démocratie ne servent plus la démocratie. Et que quelque part, il y a quelque chose qui va se créer dont je n'ai aucune idée de ce que c'est. Merci. Ça m'a fait plaisir un peu d'écouter Esma, que je suivais depuis longtemps. J'ai lu ton livre, donc, et j'ai bien aimé l'histoire des big states, big tech, l'interférence entre le politique, l'économique et le technologique. Euh, pour moi, ça donne un peu l'image carrément du bon Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, qui domine le monde avec une religion, donc avec les États-Unis. Votre livre de bout en bout ne parle que des États-Unis, un peu la Chine et de quelques autres acteurs marginaux, la Russie ou d'autres. Et ça laisse de côté un peu les trois quarts de la population mondiale. Du nord au sud, évidemment, l'Europe en fait partie. Et j'ai bien aimé l'épilogue parce que vous voulez, donc votre bataille, c'est de remettre l'humain au centre de tout ça, de ce Non, débat. pas l'humain, le citoyen, c'est pas pareil. Bon, un peu d'humanité aux citoyens.
l'humanité L'humain sang, c'est citoyenne. vraiment le truc un peu bisounours qui veut rien dire. Et Donc, après, ça va arriver sur l'éthique dont j'ai absolument un rien peu à faire. disons un peu d'humanité en dehors des clichés de empathie, émotion, etc. Donc, réfléchir sur l'avenir de l'humanité. C'est un peu le devenir de l'humanité. Et puis, à réfléchir aux troisième voie, j'ai vu un peu que vous avez tenu un débat avec Aurélien Barraud, que je l'ai suivi, il est très intéressant. C'est un philosophe des sciences qui prône autre chose un peu pour le futur. Alors, dans quelle mesure vous voyez des convergences entre lui et vous? Est-ce que l'avenir de l'humanité, ça va dans le sens de casser? D'ailleurs, vous dites que ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est plus du capitalisme, c'est du Marx 4.0 avec l'hyper-massification, la personnalisation de masse, etc. Et quelque part, Aurélien Barraud prône un peu une autre philosophie donc, politique, quoi. La décroissance, l'intérêt. Si on devait travailler moins qu'à cela ne tienne, on va s'occuper de notre bien-être, on va s'occuper de la planète, on va s'occuper de l'écologie, des choses qui... Croyez-vous, croyez-vous. Alors, vous n'avez pas manifesté un désaccord avec Aurélien là-dessus. La discussion que j'ai eue avec Aurélien Barraud, elle était très intéressante parce qu'elle aurait pu être extrêmement antagonistique, Si on vous va pouvez nous dire. mettre dans le contexte, comme ça, Et pour ceux qui n'ont pas suivi. j'ai fait un débat avec un intellectuel français qui s'appelle Aurélien Barraud, qui est un astrophysicien même avant d'être philosophe des sciences et philosophe des sciences, mais surtout dans le débat public français, il s'est fait connaître, il est beaucoup intervenu. Après, j'ai pas je veux pas dire n'importe quoi, il n'est pas là pour corriger ou répondre, mais euh, non, je vais pas du tout m'étaler là-dessus, mais qui s'est fait connaître justement sur ce que vous expliquiez, d'autres modèles de société, la question du vivant, etc. Donc ma discussion avec Aurélien Barraud, elle n'a pas du tout eu lieu sur ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire la géopolitique ou des débats, disons, pragmatiques sur l'outillage ou les stratégies de puissance, etc. Mais elle est partie sur des discussions autour de ce qu'il appelle, lui, la poétique. C'est-à-dire comment est-ce que, comme humain, vous pourriez reprendre le contrôle comme citoyen. Et ça, c'était en fait assez fondamental et beaucoup moins ésotérique et beaucoup moins désincarné que ce qu'on pourrait croire. Parce qu'en fait, c'est très intéressant la discussion qu'on a eue, parce que les algorithmes, ce sont pas du tout, a priori, dans la façon dont ils sont construits, dans leur architecture, ne sont pas nécessairement des outils d'émancipation. Si ils sont, écoutez bien ce que je veux dire, parce qu'il y a des subtilités dans ce que je veux dire, il ne faudrait pas que ça soit déformé, encore une fois. Si ils sont mal gouvernés, ce que je crois qu'ils sont, c'est-à-dire privatisés aux mains de quelques acteurs privés, avec par ailleurs des agendas parfois idéologiques, on le voit. Donc si on accepte l'hypothèse de départ qu'ils sont mal gouvernés, alors, ils ne sont plus des outils d'émancipation, ils sont des outils d'enfermement. Et d'enfermement de quoi d'abord? De vos choix, donc de vos imaginaires. C'était Gunther Anders, qui est un philosophe des sciences, entre autres, qui disait, et Bernanos aussi, les deux disaient un peu la même chose. Ils disaient, attention à ce qu'on ne devienne pas, nous, humains, des machines ne désirant que ce qu'on leur donne à désirer. Donc la principale émancipation, c'est de désenclaver, c'est de ne pas vivre entre les mains de l'algorithme. Or, imaginer, passe par quoi? La capacité d'imaginer. Et c'est ce qui fait que nous n'avons, je crois, pas tout à fait atteint le point de singularité. Cognitivement, oui, dans les capacités de calcul, c'est clair. Mais l'intelligence, nous, notre singularité humaine n'est pas que ça, n'est pas que calculer. Donc c'est quoi? C'est lire, c'est divaguer, c'est prendre du temps, c'est le lien, la lecture. Je sais qu'en Tunisie, nous ne sommes pas un pays de lecture. C'est extrêmement grave d'un point de vue politique. Je dis bien, c'est grave d'un point de vue politique. Lire, confronter les idées, ouvrir son imagination, donc son imaginaire, c'est juste la première condition à être un individu et une société émancipée. Le reste, c'est de la littérature. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés. Et donc, moi qui étais partie en disant, est-ce que, ou sur quel point d'achoppement la discussion va atterrir entre lui et moi, et je crois qu'elle a atterri là, et d'une certaine façon, donc, on était parfaitement d'accord. Donc, l'algorithme mal gouverné,
Donc, ces trucs un peu binaires, etc. Et puis, plus tout ce qu'on a discuté sur les capacités de, de manipuler l'algorithme, euh, ne sont pas du tout toujours des outils de liberté. Et moi, l'obsession de mon travail, c'est pas la politique politicienne, moi, je m'en fiche complètement. C'est la question de la liberté. Ça, c'est une valeur chez moi qui est chevillée au corps pour plein de raisons. Et donc ça, c'est une valeur qui est fondamentale et la seule. Enfin, si vraiment je devais en garder qu'une, ce serait celle-là. Donc, est-ce que liberté et technologie sont compatibles? En l'état, je ne le crois pas. Est-ce que l'on peut imaginer d'autres technologies possibles? Oui. Et enfin, sur la question de la schizophrénie du système, c'est-à-dire cette histoire de décroissance, d'autres sociétés de décarbonation, IA et climat, etc., je vous confesse que je n'ai toujours pas fait ma religion là-dessus. Je suis encore très hésitante et donc je ne vais pas vous raconter, je ne sais pas encore quoi penser parce que je n'ai pas encore assez travaillé le sujet tout simplement. Et donc en l'état, je n'ai pas posé ma doctrine personnelle sur cette question-là. Euh, Moi, j'en ai fait la mienne sur cette question. Et honnêtement, c'est une question qu'au départ, j'ai encore des histoires de donateurs et de les ESG, etc. Mais quand j'ai vu que là, les gens, les jeunes qui ont eu la chance d'être éduqués, etc., me parlent très souvent du Overshoot Day, du Earth Overshoot Day, le jour de dépassement, qui est réellement la journée où la Terre avait consommé ce jour-là tout ce qu'elle pouvait produire cette année-là. Cette journée, elle est vers fin juillet. Et en 1970, la Terre consommait exactement ce qu'elle produisait. Avant, il y avait de l'excédent en 1970 avec après Nixon qui a appuyé sur le bouton de la consommation pour des questions très politiques et très américaines, on a commencé à la consommation commence à continuer et si on regarde le graphe du Earth Overshooting Day, on consomme de plus en plus vite ce qu'on produit cette année. Ça veut dire qu'on devient déficient. Et si on prend cette courbe et on la trace, on arrivera en 2060, 2065, où on aura tout ce qu'on pouvait produire cette année-là, on l'aurait consommé la première semaine. Et honnêtement, moi, je suis certainement parti en 2063. Mais les jeunes qui ont 20 ans, ils ne seront pas là. La vie serait beaucoup plus difficile pour eux. Peut-être instinctivement, ils y sont. Et ils sont très orientés euh, work-life balance, planète, etc. Et je pense que c'est très instinctif aussi, parce que si on continue comme... honnêtement, je le crois profondément. Si on continue comme ça, la Terre sera toujours là, mais elle sera beaucoup moins vivable. Est-ce que les volontés politiques est sincères ou pas, c'est autre C'est chose. antinomique à la stratégie de puissance actuelle telle qu'elle se dessine. C'est Absolument, pour ça que je absolument. ne sais pas vous dire. C'est pour ça que je pense qu'il y a un autre système de gouvernance qui est en train d'être créé par Mais moi, j'ai ces une jeunes. question. Moi, j'ai une Et- question. Non, mais avant la dernière question. euh, Non, non, euh, j'ai une question. Qui aujourd'hui dans la salle, puisque tout le monde est là, donc c'est que ça vous intéresse, donc vous avez une forme de sensibilité au sujet, qui ici dans cette salle est sensible à la question climatique? Tout le monde. mais c'est Non, peut-être, je termine. Non, non, je termine. c'est peut-être Je inséré termine, par les réseaux sociaux. je termine mon test. Je termine mon test. Je termine vraiment mon test. Donc tout le monde est 100% de main levée, on est d'accord. Tout le Presque, monde est témoin. presque. D'accord. Ceux qui ont levé les mains, puisque vous êtes très sensibles, ceux qui ont levé les mains, qui aujourd'hui est prêt, là tout de suite, dès qu'on a terminé, à sortir de cette salle sans son téléphone. Voilà. Moi, je ne sortirai pas sans mon téléphone. Parce que c'est juste mon Oui, instrument. oui, Parce oui, que c'est mon instrument de travail. oui, d'accord. Donc, Et- mais à un moment donné, il y a oui, il y a Cafaucon. Et concrètement, si aujourd'hui, là tout de suite, c'est très simple, qui sort sans son téléphone?
Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas juste de la culpabilité, ce n'est pas du caprice, ce sont des infrastructures système, ce sont des infras. Moi, je ne peux pas sortir sans mon téléphone, c'est mon instrument de travail. Donc, à un moment donné, il faut aussi mettre les choses dans leur contexte. La technique est toujours le produit d'un contexte économique, idéologique, industriel, en l'occurrence capitalistique. Et donc, en France, j'ai eu beaucoup de débats et en Europe en général. Beaucoup de débats avec des gens qui me citaient la Boétie. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent? Sans l'avoir lu d'ailleurs souvent. Et donc, qu'est-ce que disait la Boétie? La servitude volontaire. Donc, ils avaient récupéré juste la punchline du gars, je le dis vraiment volontairement comme ça, en disant oui, alors c'est votre faute, c'est votre. Non, c'est la faute de personne, c'est pas une question de culpabilité. En revanche, il y a la question de la responsabilité de vos usages. Mais sans une vraie politique publique, sans une vraie vision, sans un vrai point d'atterrissage, c'est-à-dire quelle société on construit ensemble, on pourra faire toutes les tables rondes et les vœux pieux qu'on veut. La vérité, c'est qu'on sortira tous avec nos téléphones. Et je vous invite vivement à lire les signaux faibles des jeunes de 20 à 25 ans ou de 20. Avec mes Et, étudiants, et, et, mais et ces, ils ont leur et ces téléphone. signaux, et ces signaux faibles sont prémoniteurs de quelque chose que moi, je pressens, que je ne comprends pas, mais je pressens. Ils sont beaucoup plus conscients et sincèrement plus conscients de ça. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain. Ok. Merci pour. Ah, bien sûr. D'accord. Ok. Ok, merci pour ce beau partage. Ma première question est pour vous, Asma. Selon vous, quels sont les secteurs économiques qui vont être les plus touchés et quel impact sur l'emploi dans cette région du monde à court et à moyen terme, d'un côté? Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que vous en pensez des robots humanoïdes et des lunettes chargées à l'IA de Meta, ces dernières lunettes? Voilà. Et en plus, je pense que alors, je suis très mauvaise moi sur les questions. C'est pas du tout mon sujet, les questions du travail, hein. Donc j'en pense. Hélas, peut-être que c'est pour toi la question. Je pose Bah, vous êtes très connecté là, il me semble. je peux poser. Vous êtes connecté. Oui, j'ai compris la connectivité, mais j'ai bien compris. Merci. Au bout de la cinquième heure, je crois que j'ai bien compris. Mais Bien. Euh, Moi, je suis médecin et ma question sera un peu terre à terre. Et l'intelligence artificielle va apporter beaucoup en médecine. Et ça nous enthousiasme, ça nous fascine. Et plus mon enthousiasme me fascine, il y a des inquiétudes. Par exemple, elle donne des diagnostics précis, un traitement adapté. Et pour avoir ce diagnostic précis et adapté, l'IA a besoin des renseignements sur le malade, le bilan, la radiologie et surtout un problème génétique. Alors, du point de vue confidentialité, est-ce que ces éléments peuvent être sécurisés? Deuxième élément, ils sont nombreux, mais je ne vais pas m'étendre, la question des biais. Les biais dans l'IA risquent de donner, qu'ils soient volontaires ou involontaires, risquent de donner des diagnostics erronés et un traitement inadapté. Alors ma question, est-ce qu'il y a un cadre juridique, réglementaire spécifique en éthique du point de vue médical? Voilà. alors moi, je prends cette question. Sur la question du travail, rapidement, je fais une réponse combinée rapide. Parce qu'on sort un tout petit peu quand même de mon champ direct. Mais sur la question du travail, là, ce n'est que des paris. Globalement, à chaque fois qu'on a eu 2022 ChatGPT ou avant, c'était AlphaGo, etc., on a toujours eu ces études apocalyptiques sur la fin du travail, 50% des jobs loss, etc. Euh, bon, là, le retour d'expérience sur les IA génératives, c'est pas ouf. Donc oui, vous allez avoir des jobs qui vont être beaucoup plus impactés que d'autres, mais de façon assez hétérogène. Et deux, vous allez avoir une transformation des métiers, c'est très bateau ce que je vais dire. Vous allez avoir une automatisation d'un certain nombre de tâches avec un ROI relatif en fonction de vos secteurs, etc. Donc l'impact sur le travail, c'est une question qui n'a pas de sens si elle n'est pas appliquée à un secteur ou à une ligne de métier donnée. Et c'est ça que je veux dire. En revanche, l'idée de dire qu'on avait eu il y a quelques années en disant oui, c'est
Ceux qui vont créer la valeur, c'est les creative class. Vous savez, c'est vraiment les cols blancs, les super élites, super smart. C'est eux qui vont diriger le monde. Et puis les tâches manuelles, c'est elles qui vont être automatisées dans les yeux. En fait, les IA génératives nous montrent complètement le contraire. Si demain vous voulez avoir pour vos enfants, il vaut mieux être probablement plombier que codeur, en gros, hein, ou traducteur. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir les contre-intuitions sur ça. Maintenant, sur les impacts du travail, là, il faut vraiment peut-être demander, je sors vraiment de mon champ. Et sur la question des IA médicales, alors sur la question de la fiabilité, aujourd'hui, sur les études qu'on a sur les IA génératives, elles sont quand même relatives, sur un certain nombre de maladies, notamment en oncologie, elles sont quand même extrêmement fiables. Enfin, elles ont des taux aujourd'hui de fiabilité et non pas de vérité et non pas d'exactitude à 100%, mais de fiabilité quand même extrêmement élevés parce que, ce que vous disiez très justement, elles sont super dopées aux data. Et comme on a beaucoup de data, il se trouve, médicales notamment, donc elles sont assez fiables sur les diags. Ce qui pose, et ce qui reboucle avec votre question, que ça suppose aussi une évolution du métier de médecin. C'est quoi le job d'un médecin? C'est accompagner le malade, c'est vérifier derrière. Comment est-ce qu'il s'accouple désormais à sa machine? Ça, c'est une question, mais qui va être, je crois, résolue. Je ne pense pas du tout que ce soit à la fin des médecins. Et après, sur la question de la protection des datas, bah, ça dépend où ce que vous êtes sur le globe parce que tout dépend de la législation que vous allez avoir. En Europe, on a le RGPD, on a le IA Act, donc on a un certain nombre quand même de lois, de normes et de lois qui font que ça va encadrer l'usage des données personnelles et en particulier des données personnelles sensibles, donc les données de santé. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de précautions. Vous avez l'extraterritorialité du droit américain qui fait que quand vous avez du cloud américain, ben, les États-Unis, avec le FISA ou le Cloud Act, peuvent quand même, sous certaines conditions, dans certains contextes, avoir accès à ces datas-là. Donc, il y a ce point de vigilance sur les accords transatlantiques et l'arrivée de Trump va probablement mettre du remous là-dedans. Donc, ça, c'est si vous êtes en Europe. Et puis après, vous avez des hôpitaux en France, je pense à Gustave Roussy, je crois, qui développent leurs propres IA de diagnostic en huis clos, donc en souveraineté technologique d'une certaine façon. Vous n'êtes pas condamné à utiliser ChatGPT, je veux dire, sur des choses assez simples et très centrées, c'est-à-dire vraiment des petits modèles. Vous n'avez pas besoin d'une IA générale pour faire ça. Ici, je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu et quels sont les outils qui sont utilisés, donc je ne saurais pas vous répondre, mais tout dépend de votre cadre réglementaire et légal. Alors, moi, je reprends. S'il y a une chose que l'IA a démontré sa puissance positive pour le monde, c'est la médecine, la génétique et la médecine prédictive et la médecine individualisée pour tout ce qui est les questions de DNA, microRNAs, etc. Ce qu'on faisait pour faire des tests pour un médicament en 2, 3 ans, avec l'IA, on le fait très peu de temps. Et si un study a été acheté à 670 millions de dollars, c'est entre autres parce qu'ils ont des modèles qui prédisent les choses correctement, comme tu as dit. Donc, il y a une avancée super positive sur tout ce qui est la médecine, la longévité, etc., etc. Maintenant, les autres problématiques, on en a déjà parlé, il faut les mettre dans quel contexte. Le problème de la souveraineté, on peut rester une éternité à en parler. Qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté aujourd'hui? Et je suis certain que Trump ne dort pas la nuit parce qu'il y a le RGPD en Europe, hein. Ils s'en fout éperdument. On va, et cela nous ramène à deux choses super importantes. Euh, euh, dans le cognitif, aujourd'hui, dans le, le truc de musique, euh, non, Spotify. Dans les top 10 de Spotify, il y a deux chansons qui sont entièrement générées par l'IA, que les gens adorent parce que les downloads les écoutent le plus. Dans le 50% des films américains qui sortent aujourd'hui de Hollywood prennent en au moins une scène entièrement,
entièrement faite par l'IA. Donc, le mélange entre le cognitif et l'intelligence artistique et l'IA, on rentre dans un domaine très compliqué. Par contre, je reviens encore à la médecine, le rôle du médecin va changer. Un infirmier est peut-être beaucoup plus utile, sera beaucoup plus utile qu'un médecin. Parce qu'un médecin, peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, bien sûr, et bien sûr que vous allez résister, mais c'est la réalité. Vous êtes médecin? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Attendez, je vais vous dire juste parce que finir parce qu'on doit aller. Juste, il y a 3 points qu'il faut garder en tête. Humanité ou citoyen, dans un monde très technologique, il y a un problème où il faut garder le problème enfin, ce que cherche l'humain, ce que cherche la personne ou le citoyen. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Réellement, l'une des choses ce qui est challengé aujourd'hui, c'est notre système de valeurs. L'IA, est-ce qu'elle va transformer notre système de valeurs? La liberté, qu'est-ce que ça veut dire la liberté? À quel point est-ce que c'est plus important d'avoir le ventre vide ou être libre? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que libre, quand je suis libre, est-ce que j'ai... Donc nos systèmes de valeurs, et le système de valeurs, on l'a à l'école et ce qu'on a à nos parents et ce qu'on nous ingurgite à travers ces trucs-là et qu'il faut faire attention. Et le troisième, à mon sens, qui est le plus important, c'est que le monde a toujours été et continuera à être géré par des réseaux de confiance. Par des réseaux de confiance. Et c'est vraiment construire ces réseaux de confiance individuels, individus, société, individus, gouvernement entre autres, etc., qui est important. Et ce réseau de confiance, les technologues l'appellent blockchain, mais on s'en fout. Mais c'est vraiment, il faut garder son réseau de confiance et c'est ce qui va peut-être emmener le monde vers une direction ou une autre. Et j'arrête là Alors, parce que... je suis jalouse parce que ça, je me dis, j'aurais dû le dire et c'est toi qui l'as dit, franchement, et c'est très, très important. Donc non, lui, il voulait être moi, mais moi, je suis jalouse en fin de débat de ne pas l'avoir dit à sa place. C'est quand même une faute professionnelle, ça. Non, non, c'est très, très important ce que tu viens de dire. Ouais. Et vive la médecine. Vive la science. Merci beaucoup. On va peut-être pouvoir continuer le débat à l'extérieur. Merci.